Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo. Donc dans cette période de confinement qui est un peu difficile, chez GFI on a lancé une initiative que je trouve particulièrement intéressante qui s'appelle le Virtual Tour. Le Virtual Tour, ça nous permet, ça permet à tous les porteurs d'offres de GFI de présenter leur offre à tout un tas de populations, par groupe de 20 à 30 personnes, évidemment à distance, par le biais de Teams ou de Skype. Et du coup, ce Virtual Tour, il va de la data performance à l'agilité, à la smart automation, etc. Et bien évidemment, vous imaginez que pour ce qui me concerne, il s'agit d'expérience utilisateur. C'est une initiative interne, donc c'est destiné aux équipes GFI, et je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec vous toutes et tous, cette partie UX, en plusieurs petites vidéos, hein, parce que la séquence est assez longue, en une seule réunion c'est à peu près 1h30. Donc là, en plein de petites vidéos de quelques minutes, je vais vous accompagner dans la découverte et dans la connaissance de l'expérience utilisateur, telle qu'on la pratique en tout cas chez nous. Voilà, le Virtual Tour. Premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est quoi l'UX, tout simplement, hein, c'est d'essayer de comprendre, d'avoir une définition et puis d'avoir les principaux mots-clés de l'UX, de comprendre tout ça. On a retenu une définition simple, c'est l'expérience réellement vécue par un utilisateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'expérience aujourd'hui, effectivement, on parle plus trop d'ergonomie, on parle plus trop on n'achète plus une paire de baskets aujourd'hui, on vit une expérience d'achat. Donc ça, c'est un buzzword qui est rentré finalement dans l'imaginaire collectif. Donc aujourd'hui, on vit des expériences. Donc c'est l'expérience. Réellement vécu, c'est la deuxième chose. On s'intéresse à ce qui est exact en UX. On ne s'intéresse pas à ce qu'on pense qui arrive, on ne s'intéresse pas à ce qu'on croit qui se passe, on s'intéresse à ce qui est réellement vécu. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et dernier élément, par un utilisateur. Évidemment. Hein. Donc, entre réellement vécu et par un utilisateur, le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent qu'elles savent ce que les utilisateurs veulent, ou souhaitent, ou doivent faire. Et ça, c'est pas toujours vrai. Donc, ça veut dire qu'une façon de réussir l'expérience utilisateur, c'est de réellement s'intéresser, c'est ce qu'on appelle la recherche utilisateur, à ce que veulent faire les utilisateurs, à ce qu'ils sont capables de faire, à ce qu'ils souhaitent faire. Voilà. Donc, l'UX, une bonne définition de l'UX, c'est l'expérience réellement vécue par un utilisateur. Alors, dans la vraie vie, ça donne quoi? Ça donne deux images qui circulent sur Internet et que vous avez peut-être déjà vues, avec une réelle différence entre la conception qui a été prévue et l'expérience. Donc si on prend l'image de droite, vous voyez, il y a une magnifique barrière pour le véhicule, on imagine, et puis un magnifique passage piéton qui m'oblige à faire un zigzag. Eh bien, en fait, c'est tout simple, hein, l'expérience utilisateur en vrai. Donc, ce qu'ont réellement vécu les utilisateurs, c'est qu'ils ont dû passer une fois, normalement, dans le zigzag à côté de la barrière. Et puis, à partir de la deuxième fois, normalement, vous passez à côté, hein, parce que vous allez au plus simple. Et c'est la même chose sur l'image de droite, ici. Le design, les allées bien perpendiculaires, c'est magnifique, c'est sûrement très beau sur le papier. Mais en vrai, quand je vais d'ici à là, et vous imaginez s'il faut que je le fasse 2 fois, 4 fois par jour ou toute la journée, eh bien, mon expérience utilisateur, elle va aller au plus vite et au plus simple. Donc, ce qu'il faut retenir de ces deux images, et c'est très important, c'est que l'utilisateur, pour une application informatique ou nous-mêmes dans la vie de tous les jours, on va toujours au plus simple. Le chemin le plus simple est le meilleur pour un utilisateur. Autre exemple, l'UX dans la vraie vie, c'est par exemple cette magnifique tasse, ce mug en forme de hérisson avec 2 grandes oreilles. Et donc quand on essaye de boire, eh ben, invariablement, hein, on s'éborgne et on se met les oreilles du hérisson dans les yeux. Donc du coup, là aussi, il y a peut-être un petit souci d'expérience utilisateur, un petit souci de conception. Et si je vous le fais rapidement sur une petite ardoise, ce qui aurait pu être fait, c'est par exemple 2 oreilles. Hop, ça aurait été très bien aussi, hein, je pense. Vous voyez, je vous le dessine là, ça aurait pu être 2 petites oreilles, toutes petites.
voyez, ça aurait conservé l'originalité, et en même temps, ça aurait permis de boire. Ça, c'est si ce mug est destiné à boire, d'accord? Si vous voulez boire avec. Maintenant, si c'est juste un objet pour gagner la compète du plus beau mug du quartier, à ce moment-là, il fallait pas hésiter sur la conception, et peut-être il fallait mettre, je vous le fais là, hop, peut-être il fallait mettre 2 énormes oreilles, carrément. Tant qu'à faire, si c'est pas pour boire, si c'est juste pour être joli et pour finir sur une étagère, autant exagérer et puis mettre des oreilles énormes. Au moins comme ça, vous gagnez le concours. Donc du coup, ça c'est peut-être une conception qui a hésité entre 2 utilisations, entre une utilisation réelle et puis entre quelque chose de joli et d'original. L'UX dans la vraie vie. 3e exemple, celui-là est pas mal du tout. C'est pas pour stigmatiser la marque d'ascenseur, hein, ils font de très très bons ascenseurs. Maintenant, je vous défie de savoir sur quel bouton il faut appuyer pour descendre, par exemple. Hein, puisque là, ça percute quelque chose qu'on verra peut-être dans une vidéo un peu plus tard. C'est une des lois de la Gestalt, qui est la loi de proximité. Qui veut, c'est tout simple, hein, la loi de proximité, elle indique que des éléments qui sont proches les uns des autres ont un lien entre eux. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Hein. La flèche vers le bas, elle a un lien avec ce bouton-là, mais elle a aussi un lien avec ce bouton-là. Donc peut-être, je vous le dessine, peut-être un sujet qui aurait été possible, et ben c'est tout simplement, même si on voulait faire la même chose, représenter à peu près de la même manière, en fait, ça aurait été tout simplement d'espacer les boutons, là. Ça permettait d'avoir une loi de proximité qui est valable entre la flèche et le bouton associé, que ce soit pour la descente ou pour la montée, et en même temps, cette loi de proximité n'est pas contrariée, parce que cette flèche-ci est suffisamment éloignée de ce bouton-là pour pas qu'on confonde. Donc ça, c'est une possibilité de résolution pour ce genre de conception-là. Voilà, l'UX dans la vraie vie. Alors ensuite, ça arrive bien évidemment dans les applications informatiques. Hein. Ici, par exemple, à gauche, est-ce que vous voulez réellement annuler votre réservation? Est-ce que j'appuie sur Cancel ou est-ce que j'appuie sur Yes? Parce qu'effectivement, yes, je veux canceller ma réservation, mais en fait, cancel, c'est le même verbe. Donc du coup, là, il y a une proximité de termes qui est très difficile à comprendre. De la même manière, sur les étoiles en bas à gauche, là, 5 avec une étoile à côté, est-ce que ça veut dire que 5 utilisateurs ont donné une note de 1 étoile à cette application? Ou est-ce que ça veut dire qu'un utilisateur a donné une note de 5 étoiles? Bah, c'est pas clair du tout. Et ça peut avoir une incidence sur le succès de vos applications, ce genre de choses. Autre élément qu'on a tous eu et qu'on a encore régulièrement, un menu déroulant avec la liste de à peu près 200 pays dans le monde pour pouvoir choisir le mien. Donc vous imaginez, si on fait ça de temps en temps, si je remplis un formulaire par semaine où il faut que je cherche mon pays dans cette liste et que je l'indique, ça va. Si maintenant vous faites de la saisie de masse, vous êtes un opérateur, une opératrice de saisie de masse, et qu'il faut que vous utilisiez ça 50 fois par jour, ça ne va pas vous faire rire, et puis 2, au niveau de la productivité, ça va être nul. Donc du coup, ça c'est un exemple d'UX qui peut être, aujourd'hui il y a plein de solutions pour améliorer ça. Notamment un champ de recherche associé pour faire de la saisie prédictive du nom du pays. Dernier exemple du live chat, alors ça c'est un bon exemple aussi. Hein. Là, le chat me dit qu'ils ont trop de boulot pour me répondre. La minute d'après, c'est un message un poil différent, mais qui veut dire la même chose. Et 2 minutes après, c'est pareil, ils me disent qu'ils sont toujours occupés et qu'ils me remercient d'attendre. Donc ça, c'est l'équivalent de la petite musique qu'on a au téléphone, des fois quand on appelle des services publics ou privés. La petite musique d'attente, et au bout de quelques minutes, c'est vrai que c'est embêtant. Et donc du coup, on peut tout à fait transposer cette petite musique d'attente en live chat, ce qui n'est pas top pour l'efficacité. Voilà, donc l'UX, ça fonctionne dans la vraie vie et dans les applications. Et voilà quelques exemples qui peuvent être améliorables. Ensuite, l'UX, vous avez probablement entendu parler d'expérience utilisateur, UX, mais peut-être aussi d'UI, ou en anglais UI, User Interface. Et
L'image qui circule le plus sur Internet est celle-ci de deux boîtes de ketchup, deux récipients de ketchup, un récipient qui est historique, voilà, et qui est très joli, hein, certes, mais pas pratique du tout. Si vous avez déjà eu l'occasion de vous servir du ketchup avec une bouteille comme ça, eh bien, pour doser la quantité, c'est très compliqué, et pour aller au fond de la bouteille, pour la finir, c'est très très compliqué. Donc du coup, ça a été généralisé sur plein de types de sauces que vous trouvez en supermarché. L'expérience utilisateur a été travaillée sur cette version-ci, qui reste toujours jolie, donc elle a de l'interface utilisateur qui est intéressante, mais en plus, elle a une expérience d'utilisation qui est bonne, puisque c'est beaucoup plus facile de servir, on en met moins à côté, et puis on peut utiliser le flacon jusqu'au bout. Voilà, donc la compréhension de la différence entre l'UI, l'interface utilisateur, et l'UX, l'expérience utilisateur, qui en général embarque à la fois l'interface de qualité et à la fois la capacité à l'utiliser correctement. Donc UX, UI, vous connaissez maintenant ces termes. 3 mots-clés pour l'UX. Sont 3 mots-clés que vous rencontrerez si vous discutez avec des UX designers, si vous discutez avec des ergonomes. Immanquablement, vous allez rencontrer ça, c'est très simple. Vous allez voir, premier terme, utilité. C'est-à-dire que quand on fait de l'UX, on cherche à produire des applications utiles. Utile pourquoi ? Utile pour satisfaire les besoins des utilisateurs, tout simplement. Quand j'ai une tâche à accomplir, que ce soit dans le B2C, quand je veux acheter quelque chose sur Internet, en fait, c'est une tâche à accomplir. Et donc, il faut que le site web ou les sites web sur lesquels j'achète des choses me soient utiles, donc satisfassent mon besoin. Premier sujet, c'est l'utilité. Deuxième sujet, un mot un poil plus compliqué, utilisabilité, dont la définition est très simple, c'est de produire un service facile à utiliser. L'utilisabilité, c'est donner la capacité à l'utilisateur de se servir du service ou du produit que vous lui fournissez. Et typiquement, aujourd'hui, on dit qu'une UX est réussie si on n'a pas besoin de manuel d'utilisation. Donc ça, et typiquement, quand vous achetez un nouveau téléphone, un nouveau smartphone par exemple, eh bien, est-ce que vous lisez un quelconque manuel d'utilisation ? La réponse est très probablement non, parce que l'utilisabilité, donc l'expérience utilisateur, a été bien travaillée sur ce nouveau téléphone que vous venez d'acheter. Et troisième sujet, on revient du côté de l'UI, c'est l'attractivité. L'attractivité, c'est donner envie aux utilisateurs d'utiliser le service ou le produit que vous leur mettez à disposition. L'attractivité, c'est très important aussi. Et donc, la combinaison de l'utilité, l'utilisabilité et l'attractivité sont les fondamentaux d'une bonne expérience utilisateur. Dernier sujet, les 4 domaines de l'UX. Les 4 domaines principaux, il y en a d'autres, mais déjà en découvrant ces 4 domaines-là, vous êtes bien armé pour commencer dans l'UX. Premier sujet, la recherche utilisateur. Recherche utilisateur, c'est intéressant. J'en parlais en début d'intervention. C'est le fait de regarder ce que les utilisateurs font et de leur demander, par différents biais, de l'interview, du focus group, leur demander ce dont ils ont besoin. C'est de la recherche utilisateur. On va chercher à savoir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils font déjà pour les applications existantes. 2, idéation et conception. Donc c'est là qu'on trouve le design thinking, c'est là qu'on trouve le design sprint, c'est là qu'on trouve tout ce qui est création de nouvelles choses. Donc conception, donc là on a des ateliers de co-conception, on a du tricart, on a de l'architecture d'information, on a tout plein d'activités de design qui visent à créer des nouvelles choses et à générer des idées, puis à focuser sur les idées les plus intéressantes pour créer des interfaces, des services et des produits. Donc idéation et conception. 3, une fois qu'on a les idées à peu près claires, on peut passer au prototypage et à la réalisation. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, on réalise des maquettes. Pour ce qui concerne les applications informatiques, ça va être des maquettes wireframe, j'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. Et puis des prototypes UX. Les prototypes UX sont quoi ? Ce sont en fait comme des applications ou comme des portails web, avec un design graphique, avec des fonctionnalités,
sur lesquels vous pouvez passer, donc vous pouvez cliquer à droite, à gauche sur certains parcours, et ça permet d'avoir une représentation de l'application sans l'avoir développée. En fait, un prototypage UX, l'intérêt c'est que c'est court, ça demande peu de charge de travail, et ça peut être modifié facilement. C'est ça la grande caractéristique d'un prototype UX. Donc c'est pas un problème de mettre le prototype par terre s'il ne convient pas aux utilisateurs et d'en créer un autre. Ça, c'est un point clé qu'on pourra voir dans les méthodes du X un peu plus tard. Et quatrième élément, évidemment, évaluation et industrialisation. Deux sujets réellement un peu différents. L'évaluation, c'est tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on dénomme test utilisateur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos prototypes, une fois que vous avez conçu vos éléments, eh bien, il faut les faire tester aux utilisateurs. Donc là, il y a plein de méthodes de test, du guérilla testing, des tests de 5 secondes qui vont très vite, des tests utilisateurs plus complets avec des interviews, des mises en situation, etc. Il y a toute une batterie de possibilités pour tester. Et après, industrialisation, ça, on aura aussi l'occasion d'en reparler, j'espère, dans une prochaine vidéo. Ça, c'est très important. On va rentrer dans ce qui s'appelle le design system, c'est-à-dire la capacité à produire des éléments granulaires de design pour pouvoir les réutiliser. Parce que si vous faites une seule application ou un seul portail, eh bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Maintenant, si vous êtes une entreprise un peu plus grande et que vous avez un écosystème, c'est-à-dire 1, 2, 3, 10, 50, 100 applications, des dizaines de portails, des dizaines de sites web, et bien là, l'industrialisation de l'UX prend tout son sens et va vraiment vous aider. Donc 4 grands domaines dans l'UX: la recherche utilisateur, l'idéation et la conception, le prototypage et la réalisation, et l'évaluation et l'industrialisation. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que c'était pas trop long, c'est vraiment un premier essai. En tout cas, j'étais ravi de le faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, bien évidemment. Et puis, je vous en prépare d'autres pour les jours suivants. C'est bien le moins que je puisse faire pendant cette période qui est troublée. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao!